Bienvenue à votre émission Question directe qui s'est déplacée de Dakar à Saly dans le cadre Enchanteur de Saly. Nous sommes avec monsieur Bruno Metsu. Bruno Metsu n'est pas très présenté aux Sénégalais. Vous le connaissez bien. Bruno Metsu, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, de la fameuse épopée de 2002. Cette équipe qui s'est qualifiée en Coupe du Monde et qui est partie jusqu'en quart de finale, qu'elle a perdu face à la Turquie. Et cette équipe aussi sénégalaise qui était qualifiée pour la CAN 2002, qui est partie en finale. Tout ça, l'œuvre de Bruno Metsu qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Monsieur Metsu, merci de nous recevoir chez vous. Non, c'est un grand plaisir et bonjour à tous les Sénégalais. Et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Donc j'espère qu'on fera une bonne émission ensemble. 10 ans après, Bruno Metsu, vous revenez au Sénégal. On parle de vous pour être peut-être le prochain entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, parce que vous avez laissé des souvenirs impérissables au Sénégal. Vous le savez bien, vous et M. Pierre Lechantre, vous êtes dans la shortlist, comme on dit. Les deux derniers qui restent, un comité va se réunir pour décider de qui, de vous et de M. Lechantre, va présider ou décider de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qu'on ressent à ces moments? Non, mais si vous voulez, ce qui est important aujourd'hui, je suis au Sénégal parce que j'aime le Sénégal. Et deux, c'était vraiment quelque chose de, bon, on va dire une fois de plus, c'est le hasard. Je me trouve dans une période où je travaille pas, je suis venu en vacances avec ma petite famille, et il se trouve qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la recherche d'un entraîneur. On a pensé à moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, et c'est vrai que, comme tout entraîneur, on est obligé d'être intéressé par une équipe comme le Sénégal, parce que c'est une équipe qui a vraiment d'excellents joueurs, mais aussi qui a tout à prouver aujourd'hui et qui doit montrer des choses importantes. Et si ça se fait avec Bruno Metsu, je serais ravi d'essayer d'apporter quelque chose à l'équipe qui, je pense, aujourd'hui en a besoin. Mais si c'est Pierre Lechantre, je lui souhaite bonne chance et qu'il fasse du bon travail. Et si vous voulez, il n'y a pas de rivalité entre Lechantre ou Metsu ou aucun autre entraîneur. Ce qui est important, c'est que le Sénégal choisisse la bonne personne. Et si c'est Pierre, c'est un ami, donc il n'y aura aucun problème, bien au contraire. Moi, pour moi, dans ma tête, ce qui est important, c'est que le Sénégal puisse faire quelque chose de bien et de revivre ces moments merveilleux qu'on a pu voir en 2002, qui était quelque chose d'exceptionnel, surtout qu'on a eu vraiment cette qualification, parce que d'abord, avant de jouer la Coupe du Monde, il y a eu cette qualification, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la qualification face au Maroc, face à l'Égypte, face à l'Algérie, il n'y avait qu'une seule équipe qui se qualifiait, donc c'était pour la première fois de l'histoire du Sénégal que le Sénégal avait participé à une Coupe du Monde. Déjà, cette qualification était quelque chose d'énorme et de fabuleux. Après cette qualification, il y a eu la qualification de la CAN, on a joué la finale de la CAN, chose qui était une première pour le Sénégal en 2002, où on a perdu au pénalty face au Cameroun. Et après, il y a cette épopée fantastique, comment dirais-je, au Japon et en Corée, avec une équipe remarquable, des joueurs fantastiques, mais surtout des hommes extraordinaires. Je pense que au-delà du résultat, au-delà du football, c'est l'aventure humaine qui était grandiose. Parce que c'est vrai que, comme je dis toujours, c'est une phrase que les joueurs ont retenue. Je dis toujours, ce sont les joueurs qui jouent les matchs, ce sont les hommes qui les gagnent. Et à cette époque-là, on est vraiment une équipe d'hommes. Et ça, c'était peut-être le plus ce qui a fait que le Sénégal a pu gagner des matchs fabuleux. Donc maintenant que l'on repense à moi, ça me flatte et je suis vraiment content. Mais si vous voulez, si cet objectif on me choisit, ça sera un travail qui va être important, qui sera énorme, parce que je veux dire, refaire l'histoire, c'est jamais facile. Mais c'est vrai que je me sens prêt pour aider, comment dirais-je, cette équipe qui est composée de jeunes joueurs, de bons joueurs. Mais maintenant, il faut bâtir une équipe. Je pense que la qualité des joueurs, certes, elle est là. Je pense que ce sont des garçons intéressants, intelligents, qui jouent dans des grands clubs européens. Maintenant, il faut bâtir une équipe solide, forte et qui est capable de renverser des situations comme ils ont été confrontés à un moment donné à la CAN. Je pense qu'à un moment donné, c'est même plus leur qualité de joueur qu'il faut, comment dirais-je, exploiter. C'est exploiter la valeur de ces hommes, rechercher ce qu'ils ont dans le cœur et dans leur tête pour qu'ils se dépassent et se surpassent. Je pense que c'est surtout là le premier travail qui sera important à faire avec eux si je suis à la tête de l'équipe. Mais justement, le fait que vous ayez connu le Sénégal, d'avoir fait tout ce travail avec le Sénégal, est-ce que ce n'est pas un avantage comparatif? Oui, mais bon, c'est un avantage, mais bon, mais c'est pas, je
Je pense qu'on ne vit pas avec le passé, quoi. Il faut toujours avancer. Moi, après 2002, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai continué mon bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça s'est passé, mais j'ai continué à travailler, j'ai continué à gagner des titres, j'ai continué à essayer de remettre ce que j'avais fait avec le Sénégal, avec d'autres équipes, comment dirais-je, que ce soit aux Émirats et au Qatar, où vraiment il y a eu des résultats d'exception, puisque j'ai eu la chance avec une équipe des Émirats de gagner la Champions League en Asie, qui est pratiquement unique. Je suis, je crois, le seul entraîneur français qui a réussi à gagner une Champions League en Asie. Même Arsène Wenger n'a pas réussi que Nagoya au Japon. Donc c'était vraiment des matchs de folie aussi. J'ai réussi à revivre des situations exceptionnelles avec aussi l'équipe nationale des Émirats. On a gagné la Coupe du Golfe. Ça faisait 33 ans qu'elle existait. Ils ne l'avaient jamais gagnée une seule fois de leur histoire. Et on l'a gagnée parce que justement, il y a eu des moments importants. Je reviens pas seulement sur la qualité des joueurs, sur la qualité mentale, morale qu'on doit inculquer. Je pense que on peut tout travailler, on peut tout apprendre dans les livres, que ce soit technique, tactique, prendre des schémas, faire travailler les joueurs physiquement sur des données bien précises. Mais le management, ça, on ne l'apprend pas dans les bouquins, quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on doit exploiter les valeurs individuelles de chaque personne. Parce que dans une équipe, c'est pas 11 joueurs, c'est 11 personnes, 11 hommes différents. Et il faut savoir exploiter justement le maximum de ces hommes. Et je crois que c'est ça qu'on a réussi à faire en 2002. Oui, et aussi que d'autres équipes aux Émirats et au Qatar, où j'ai eu la chance de gagner beaucoup de trophées. Justement, de 2002 jusqu'à 2011, vous avez gagné beaucoup de titres, vous avez fait rêver beaucoup de gens à travers le monde. Mais depuis 2011, il semble qu'il y a une sorte d'arrêt par rapport à cette grinta que vous aviez, que vous gagnez. Pourquoi ? Non, parce que je veux inculquer cette qualité. Bon, la qualité de la gagne, la culture de la gagne, on la travaille tous les jours. C'est pas le jour du match où on dit voilà, il faut gagner. Chaque entraînement, il faut se surpasser. Chaque entraînement, il faut se dépasser. Et si on revient par rapport à 2002, il y avait des conflits, les joueurs d'entraînement, ils étaient agressifs parce qu'ils perdaient un match, ils voulaient pas perdre, ils se chambraient, des moments on devait intervenir parce que bon, tout le monde ne sait pas comment on vivait à l'intérieur du groupe, mais des moments c'était tellement chaud, tellement ils avaient cette culture de la gagne que ça devenait presque fou, quoi. Et je me souviens, moi, l'échauffement avant la France, on s'était échauffé dans une petite salle pas plus grande que ça, parce le terrain c'était l'inauguration, c'est la cérémonie d'ouverture, donc on n'avait pas le droit de s'entraîner sur le terrain, on s'entraînait dans la salle. Et ça m'a marqué l'échauffement, où les joueurs se tamponnaient, se mettaient dans le mur, cette agressivité qu'il y avait en eux. Même moi, ça me faisait peur. Pendant l'échauffement, ils risquaient de se blesser tellement ils avaient la force mentale et cette grinta pour gagner. Parce que de leur tête, c'était pas essayer de faire match nul, c'était pas essayer de bien faire. Bon, non, c'était de gagner. Il n'y avait que ça de leur tête, c'était de vouloir battre la France. Et ça, c'était énorme. Parce que je veux dire, à l'époque, on était vraiment les petits poussés. Tout le monde je me souviens quand on est arrivé en 2002, et les gens se moquaient un peu de nous. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fait le tirage au sort, il y avait des grandes équipes comme la France, le Danemark, l'Uruguay, et donc tous les coachs avaient des limousines pour aller à la cérémonie. Moi, j'étais avec les 3-4 journalistes dans un minibus. Parce que bon, j'étais un entraîneur de rien du tout, donc ils m'ont mis dans le minibus avec les journalistes français, un journaliste italien de la Gazzetta dello Sport. Et en revenant, les journalistes de France Football, de l'équipe, ils disent oh là là, finalement pour la France, ce ne sera pas facile parce que le Danemark, l'Uruguay et même le Sénégal, ce ne sera pas évident, quoi. Et le journaliste de la Gazzetta dello Sport, il dit mais attendez, que vous ayez peur du Danemark et de l'Uruguay, avez peur, c'est comme les champions du monde, on peut comprendre. Mais le Sénégal, le journaliste, il n'y a que Youssou N'Dour au Sénégal, il n'y a pas de football au Sénégal. Et si tu veux, cette phrase m'a marqué. Et après ça, l'histoire est extraordinaire parce qu'après ça, il y a eu la conférence de presse d'après-match et le même journaliste voulait m'interviewer. Alors Bruno, mais c'est fabuleux, extraordinaire. J'ai dit non, c'est pas fabuleux. Au Sénégal, il n'y a que Youssou N'Dour, il n'y a pas de football. Donc c'était la réplique là, tu vois. Donc pour te dire que c'était vraiment, quand on est arrivé en Coupe du Monde, on est arrivé vraiment par la petite porte. Les gens, personne ne croyait en nous. C'était quelque chose d'incroyable. Mais les joueurs, entraîneurs, ont préparé quelque chose. Et je me souviens, dans la causerie d'avant-match, on discutait avec les joueurs, parce qu'il y a l'aspect tactique, l'aspect technique, mais aussi l'aspect psychologique est très important. Et je leur avais dit aux garçons, ce soir, ce qui va se passer à Séoul, il y a un tremblement de terre qui va se passer à Séoul ce soir. Je dis, pourquoi, coach? On va battre la France.
ça sera un tremblement de terre qui va arriver. Absolument. Et c'était un vrai tremblement de terre. Et ça, c'était vraiment historique et le monde entier en a parlé. Mais au cours du match, quelle est la tactique que vous avez mise en place pour neutraliser la France? Parce que c'est une grande équipe quand même, de grands attaquants. Exact. Si vous voulez, bon, l'équipe de France, à l'époque, avait les meilleurs attaquants du monde. Avec Trezeguet, Thierry Henry, c'était les meilleurs buteurs dans chaque pays en Europe, mais les meilleurs buteurs dans tous les grands pays. Et la tactique, c'était justement, comme on savait qu'il y avait Trezeguet, Henry, Viltord, Djorkaeff qui jouaient, l'important, c'était pas de neutraliser les attaquants, c'est de neutraliser les milieux de terrain et les latéraux qui donnent les ballons aux attaquants. Et ce qui a été fait remarquablement avec Saïd Diao, Bouba Diop, Moussa Ndiaye, son côté droit, qui a neutralisé Lizarazu complètement, qui l'a anéanti. En fait, c'était important, c'est justement d'empêcher ces passes. Et ce que le Sénégal a bien fait, parce que les joueurs ont fait sans arrêt un pressing constant sur Petit, sur Vieira, ils ont été incapables de donner des bons ballons. Et les seuls bons ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à l'exploiter, ils ont tapé une fois ou deux sur la barre transversale. Mais je veux dire, le peu de ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à l'exploiter. Ils n'ont pas marqué, mais notre tactique, c'était surtout d'empêcher les attaquants de recevoir les ballons dans les bonnes conditions. Et ce que l'équipe a fait remarquablement. Je pense que les joueurs ont été vraiment exemplaires et fabuleux. Après, avec le talent individuel de Fadiga, de Diouf, qui sont toujours capables d'exploits, et c'est ce qu'ils ont fait contre la France. Mais vraiment, c'était un groupe solide, un groupe costaud, un groupe qui est œuvré dans la même direction. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt, il n'y avait qu'une seule chose, c'était donner le maximum. Et dans leur tête, gagner, gagner, gagner. Et cette grinta, je me rappelle, on voit encore des séquences de matchs où il y a des duels, mais ça, ils font peur, quoi. C'était vraiment, c'est impressionnant. Mais après, on a vu les matchs contre Danemark, contre l'Uruguay, vous qualifiez en quart de finale contre la Turquie. Les Sénégalais s'attendaient que l'équipe reproduise pratiquement le même match contre la France, mais paf, vous perdez. Non, mais c'était vraiment un match. Après, je crois que le problème, quand on a joué le dernier match contre la Turquie, on a eu, et c'est ça l'expérience. C'est de confiance ou quoi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Déjà dans la semaine, quand on s'entraînait, je pense que les joueurs de 2002, s'ils sont là, ils vont s'en rappeler. On avait une semaine de préparation, et au milieu de la semaine, c'est le mercredi, je crois, ils étaient cuits. Ils étaient morts. Parce qu'il faut savoir aussi, nous, quand on se déplace, on n'a pas de préparateur physique, on n'a pas de diététicien, de nutritionniste, on se débrouille. En plus, nous, quand on est parti sur notre première expérience de Coupe du Monde, on était parti un petit peu à l'aveugle. Aujourd'hui, tous ces détails font que si un jour ça se reproduit, il faut être, comme tu t'expliquais tout à l'heure, le détail qui fait la différence. Absolument. Mais le détail, c'est pas forcément sur un match, pas forcément sur le football. Il y a la récupération, il y a plein de choses. Et ce détail, si tu veux, on était un peu parti, on pensait même pas passer le premier tour. On s'est retrouvé, on a vibré, on a trouvé quelque chose d'exceptionnel, mais ce détail, on l'avait pas. Et je pense que si on parle toujours de physique, de technique, de tactique. Et moi, je me suis aperçu, parce que après j'ai fait d'autres tournois, des coupes du Golfe, des coupes d'Asie. Et les grandes équipes réussissent autant parce qu'ils ont une endurance mentale. L'endurance mentale, c'est quelque chose où on est capable de répéter dans sa tête. Pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs de tennis qui gagnent? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une force mentale différente. Et je pense que quand c'est la première expérience comme ça, là on n'était pas prêt encore mentalement à répéter. En fait, on a fait peut-être de l'autosatisfaction. C'est-à-dire une fois qu'on est arrivé en quart de finale, on s'est dit, on a accompli quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, et on était content. Mais il y a plus ce truc, comme dans le premier match contre la France, de vouloir se dépasser encore mentalement. Tu vois, je pense qu'on a eu une fatigue mentale qu'on n'a pas réussi à combler. C'est même pas physique, c'est même pas technique, c'est dans la tête qu'on n'a pas réussi à. Et je me souviens le mercredi, j'ai arrêté l'entraînement, je leur ai donné les sifflets, je dis débrouillez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Le mercredi, je savais qu'on n'avait plus cette force, qu'on était cuit. Mais dans la tête, pas physiquement, parce que physiquement on était capable de faire les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on perd contre la Turquie, on perd sur le but en or, on fait les prolongations, on n'a pas pris 3 ou 4-0 la Turquie. La force de cette équipe-là, quand elle n'était pas bonne, on était capable de faire 0-0. Ça, c'est une force de cette équipe. C'est même pas bon, parce que tactiquement, techniquement, physiquement, on était solide, on ne prenait pas de but. Mais pour les marquer, c'est encore autre chose. Mais c'est là justement que beaucoup de spécialistes de football comparent le Sénégal au Cameroun, qui est une équipe qui a une force mentale extraordinaire. Les gens se demandent pourquoi les Sénégalais, souvent dans des matchs où on les attend, ils déçoivent. Non, mais là, je veux dire, en 2002, ils n'ont jamais déçu. Je pense qu'en 2002, on a toujours été présent. Donc, on a répondu présent. La CAN, on la perd au pénalty. Et je me souviens qu'on menait 2-0 contre le Cameroun au pénalty. On perd 3-2 au pénalty. Donc, je pense que ce groupe-là, il avait cette force.
Ce groupe-là, en fait, c'est ce qui a fait la différence avec les autres équipes, avec le Cameroun, le Nigérien, c'est qu'on était fort dans la tête. Je pense que chaque joueur, vous les prenez individuellement, que ce soit les Salih Diao, les Bouba Diop, les Fadiga, les Diouf, les Lamine Diatta, tous dans leur tête, Tony Silva, ils étaient très forts. C'était vraiment des garçons qui avaient une force dans leur tête. Et ce qui mais elle n'a pas gagné de trophée, cette équipe. Mais en quart de finale, déjà en finale de la Coupe, et d'aller en quart de finale de la Coupe du Monde, moi je pense que je signerai tous les ans pour le même exploit. Hein. Chaque année, ils sont obligés de jouer en finale. Mais en Afrique, on n'arrive pas à s'imposer l'équipe nationale du Sénégal. Oui, mais bon, on n'a rien gagné. C'est vrai, c'est juste, mais bon, moi je dis, avec le groupe là, on a eu la chance d'aller en finale. Après, bon, après, ce qui s'est passé derrière, je ne veux pas être responsable de ce qui s'est passé derrière. Mais si tu veux, ce groupe-là, on avait réussi à inculquer des valeurs mentales qui fait que le Cameroun n'a jamais été plus non plus que les quarts de finale de la Coupe du Monde, on n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Il n'y a pas une équipe. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une équipe africaine qui est en demi-finale de la Coupe du Monde. Pas une. Le maximum, il y a 3 équipes, le Ghana, le Cameroun et le Sénégal étaient en quart de finale. Et justement, c'est ça. Pourquoi? C'est ça la raison. Pourquoi que l'équipe africaine n'arrive pas à passer ce cap? Mais je pose cette question. Parce que justement, je disais, il y a cette valeur mentale, aussi peut-être aussi les moyens de se donner, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se donner des moyens importants. Et je pense que les fédérations africaines sont défavorisées par rapport aux fédérations, comment dirais-je, françaises, où ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'à un moment donné, c'est un investissement. Je veux dire que ça soit un ostéopathe, un nutritionniste, tu vois, il y a plein de choses qu'il faut, comme tu disais, le détail. Si le revers de la veste est mal mis, bon, ça va te gêner, mais le football, c'est pareil. Il faut absolument que tous ces détails, quand tu es dans une grande compétition, tu ne dois rien laisser au hasard. La nourriture, tout. Donc, ce qui fait que les équipes africaines, à un moment donné, quand ils arrivent un peu en quart de finale, tout le monde est content, tout le continent africain est content. Le dernier en date, c'est le Ghana qui a failli justement passer, mais qui n'est pas passé. Ils sont restés à la porte des demi-finales. Donc, et ça fait depuis le temps que la Coupe du Monde existe. Est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas aussi une sorte de, comme les gens disent, de entente sacro-sainte pour empêcher les équipes africaines d'aller au-delà aussi, par rapport aux instances internationales? Non, je crois pas. Non, vraiment, Pour vous, c'est le détail qui compte. Ouais, non, il faut. Parce que si on pense comme ça, on ne va jamais avancer. Absolument. Je veux dire, si on veut avancer, il faut justement. C'est dans les défaites qu'on se construit, et c'est dans les défaites qu'on est meilleur. Parce que bon, je veux dire, aujourd'hui, l'équipe a perdu à la CAN. C'est pas faire le procès des gens. Je pense que c'est pas une bonne chose de faire les procès. C'est la faute de lui, c'est trop facile. Je veux dire, prendre une personne et tirer dessus, je pense pas que c'est bien. Je pense qu'il y a toutes les responsabilités à des échelles plus ou moins importantes, mais tout le monde est responsable. Et justement, c'est pas de virer tout le monde. Il faut justement essayer de trouver pourquoi. Et après de progresser, de ne pas faire les mêmes erreurs. Moi, je pense que c'est chaque compétition, tu dois essayer de progresser pour la prochaine. Et à un moment donné, je crois qu'il y a cette stabilité aussi qui manque en Afrique. Par exemple, tu qualifies l'équipe pour la Coupe du Monde. Tu as toujours cette canne qui est juste avant la Coupe du Monde. Pour X raisons, tu fais une Coupe d'Afrique pas très bonne, on vire le coach. Et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut une stabilité. Je pense que mais si vous faisiez la comparaison aujourd'hui entre l'équipe de 2002 et celle qui est partie à la CAN de 2012, comment ils ont perdu, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe qui n'a pas pu... mais là encore, c'est trop facile de parler quand tu n'es pas à l'intérieur du groupe. Moi, je ne vis pas avec le groupe. Comme je te disais, comme j'ai dit, je répète encore, c'est les joueurs qui jouent les matchs et ce sont les hommes qui gagnent les matchs. Je ne connais pas les garçons, comment ils sont mentalement, comment ils sont psychologiquement dans leur tête. Je sais que ce sont des bons joueurs. Tu les prends tous, individuellement, ce que des bons joueurs. Ils jouent tous dans les grands clubs européens. Ils sont tous titulaires à part entière, pratiquement. Chose qui n'était pas en 2002. Mais maintenant, comment ils sont dans le mental, comment ils sont dans le quotidien, comment ils sont dans le journalier, est-ce qu'ils ont cette force, cette mentale de vouloir se dépasser? Je ne connais pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, il y a certains qui disent que cette équipe n'a pas un Fadiga, qui est un régulateur de terrain, qu'on n'a pas un Diouf qui est assez fou, qui jouait dans cette équipe. On ne retrouve pas dans la nouvelle équipe sénégalaise aujourd'hui. Parce que ça peut faire aussi un détail qui fait la comparaison. De toute façon, dans tout ce qu'on dit, la première chose, c'est la qualité, c'est d'avoir la qualité des joueurs. Ça, c'est la première. On prend l'exemple type, c'est la France. La France en 98 est championne du monde avec Zidane. Zidane ne joue pas en 2002, il passe pas le premier tour. Il rejoue en 2006, il joue la finale de la Coupe du Monde. Tu as l'équipe de France avec Zidane et sans Zidane. C'est sûr que tu as toujours un joueur, tu prends le Barça, avec Messi et sans Messi, c'est quand même, il y a toujours besoin d'un ou deux joueurs d'exception. Nous, on a eu la chance d'avoir un garçon comme Diouf et de Kali qui ont vraiment été
impressionnant. Ils ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Et là, entre 2000 et 2002, c'était le meilleur joueur africain. On ne parlait pas d'Eto'o, on ne parlait pas de Drogba, on parlait de Diouf. Partout où il passait, c'était un phénomène. Il a fait des choses extraordinaires. Pour le Sénégal, il a fait des matchs de fou. Il a eu cette capacité qui est individuelle de renverser des matchs. Ça, c'est clair. Et on avait deux artistes, on parlait de Kali et de Elhadji. Après, dans ce groupe, tu avais des joueurs qui étaient vraiment aussi des bosseurs. Et on savait qu'on avait deux joueurs. Et ça permettait aussi, sur le plan physique et défensif, de laisser un peu plus. Diop et Salif Diao. C'est deux monstres. C'est deux monstres. Pour moi, c'était le meilleur milieu de terrain du monde. C'était les deux meilleurs récupérateurs au monde à cette époque-là, en 2002. Moi, je n'avais pas peur. Quand je savais qu'on venait jouer contre Vieira et Petit, je savais qu'ils étaient plus forts que Vieira et Petit à cette époque-là. Ils étaient plus forts qu'eux. Donc, ça permet à des joueurs comme Elhadji Kali de vraiment se libérer sur le plan offensif. Et je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver une équipe très homogène, un groupe, comment dirais-je, qui est 11 joueurs, ça ne fait pas forcément une bonne équipe. Ce qui est important, c'est que les gens soient complémentaires, qu'ils puissent jouer les uns avec les autres. C'est ça la difficulté du coach, c'est pas de mettre 11 joueurs sur le terrain, c'est de savoir les faire jouer ensemble. Et des moments, c'est sûr, il y a des choix qui ne font pas toujours plaisir, ça je le sais, ça c'est la vie, mais c'est la vie du coach. Mais aujourd'hui, la nouvelle équipe sénégalaise est en reconstruction, vous avez une sorte de transition entre ceux-là qui étaient très petits, entre guillemets, en 2000, qui sont montés en puissance, les Mamadou Niang et les autres, les Bayal Sall et les Kader Mangane. Il y a des jeunes qui viennent, les Papy Demba Cissé et les Dembaba qui sont entraités de l'équipe, les Ousmane Doy. Il y a une osmose qu'il faut mettre en place pour qu'elle soit performante, cette équipe. Si vous arrivez à qu'on vous confie cette équipe-là, comment vous allez faire cette je pense que la transition, en fait, je pense que le passage de témoin entre l'équipe de 2002 et l'équipe d'aujourd'hui, elle a été brute. Je pense qu'il aurait fallu prendre plus de temps avant d'écarter tous ces joueurs de 2002. Je pense qu'il fallait prendre un peu plus de temps. Bon, pas forcément des joueurs en étant titulaires, mais des joueurs qui ont quand même, comment dirais-je, une expérience, qui ont vécu des choses fortes. Des leaders. Des leaders, et qui, même s'ils n'étaient pas sur le terrain, apportaient un plus. Je veux dire, c'est comme le rôle de grand frère. Ça, je pense qu'il y a des joueurs comme Ardaf, il y a plein de joueurs qui auraient pu jouer ce rôle-là. Et je veux dire, c'est important. Pas que ces joueurs-là soient de suite, boum, allez, on a une nouvelle génération, c'est eux qui jouent. Non, je pense qu'il y a un passage de témoin qu'il faut justement aller tranquille et faire les choses pour qu'ils inculquent ces valeurs. Ces valeurs-là, elles doivent se transmettre. Et je crois que les anciens joueurs avaient un rôle important à transmettre, comme les Ferdi, même si Ferdi est dans le staff. Tu sais, quand tu es dans le staff et quand tu es sur le terrain, c'est deux choses différentes. Quand tu es sur le terrain, on t'écoute plus que quand tu es par moment, tu vois, parce que sur le terrain, c'est le grand frère, on écoute, tu vois, moi, je pense que ces joueurs-là avaient quelque chose à faire pour l'équipe nationale du Sénégal. Et je crois que la transition a été un peu, brutale. Mais si aujourd'hui on vous la confie l'équipe, qu'est-ce que vous allez faire justement pour qu'il y ait une osmose entre les anciens et les nouveaux? Déjà, je pense que la première chose, c'est de bien connaître les hommes. Après, tu vois, tu peux pas de l'extérieur, on peut tous parler. Mais ce qui est important, c'est comment dirais-je, de vivre à l'intérieur du groupe. C'est pour ça qu'au début, le gros travail avec ces équipes, c'est de connaître les hommes, discuter avec eux, savoir le fond. Et c'est un rapport individuel. Bon, il y a d'abord le collectif, on parle avec tout le monde, et après chaque cas, il faut discuter. Je veux dire, nous, en 2002, Fadiga ne réagit pas comme Diouf et ne réagit pas comme Moussa Ndiaye. Chaque homme est différent. Donc ce qui est important, c'est de tirer le maximum de chaque homme, d'avoir un message avec chaque homme. À Omarda, face à Ali Diao, à l'UCC, c'est des gens encore... Tu vois, tous ces gens sont différents. C'est comme nos équipes de télévision, vous êtes tous différents. On a tous des qualités, mais si on veut faire tous le même travail, on n'y arrivera pas. Ce qui est important, c'est que c'est comme un orchestre, chaque personne soit le top du top dans son poste. C'est ça qui est important. Et si le garçon est le top du top dans son poste, là, tu peux avoir une équipe... Oui, mais les Sénégalais, c'est des gens qui adorent le football. On a vu quand même l'équipe qui est partie à la dernière CAN. Dans les éliminatoires, elle a été impériale. Mais une fois la phase finale de la CAN, paf, 3 matchs, 3 défaites, les jeunes Sénégalais n'ont pas compris. Et les attaquants qui sont dans cette équipe, les joueurs, c'est les meilleurs dans le poste dans le monde. Qu'est-ce qui peut gripper une équipe comme ça? Parce qu'un tournoi, c'est encore différent. Faire un tournoi et faire des qualifications, c'est un match. Tu joues un match, après tu es reparti. Mais un tournoi, il faut répéter les efforts 3-4 jours après. Donc c'est pour ça, il faut vraiment savoir si les joueurs sont capables de les répéter. Un tournoi, c'est totalement différent. Un tournoi, et tous n'ont pas les mêmes, comment dirais-je, les mêmes motivations. Tu prends une équipe, comment dirais-je, c'est plus dangereux de jouer une équipe comme la Zambie que de jouer le Ghana ou la Côte d'Ivoire par moment, parce que la Zambie, ils veulent tout prouver, tout montrer, donc ils veulent tout bouffer.
Et des moments, tu pars sur un premier match, alors que c'est très important hein, le premier et le deuxième match. Mais si tu pars mal sur un premier match, déjà, tu fous ton tournoi en l'air. Et je pense que peut-être que le Sénégal a peut-être fait un excès de confiance en jouant contre la Zambie, je sais pas, mais je dis ça, mais je sais pas, je mets bien un point d'interrogation. J'en sais rien, il faut demander, c'est les joueurs qui savent et les coachs qui savent. Mais peut-être qu'ils ont un excès de confiance en pensant que ça va être facile, que le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, je pense qu'il faut d'autres qualités pour réussir. Ton talent, tu le mets au service du collectif. Ton talent doit servir l'équipe. Je veux dire, il n'y a qu'une star, c'est l'équipe, c'est pas le joueur. La star, le joueur doit servir l'équipe. Il doit donner le maximum pour que l'équipe soit forte. C'est ça qui est important. C'est pas le joueur individuellement. Bien sûr qu'on va toujours parler plus d'un joueur qu'un autre, mais j'ai ton talent, tu dois le mettre au service de l'équipe. Et c'est ça qui est important. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas réussi? Je te dis, Mais ceux qui aiment le football, qui regardent un peu les matchs qui se font, ils disent que le Sénégal a beaucoup de joueurs, mais n'a pas un collectif. On ne voit pas les liens, le milieu de terrain, le jeu fluide, les passes, le doublement des passes dans l'équipe. On voit souvent la défense balancer la balle à l'attaque, et souvent l'attaque est fatiguée par rapport à la défense, ça n'arrive pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi le Sénégal n'arrive pas à avoir un jeu fluide au milieu de terrain où il y a les passes qui sont faites, qui sont bien faites, un collectif huilé en fait. Non, mais ça, c'est un travail de temps, un travail d'équipe. Je pense que c'est un travail quotidien, quoi. Mais le problème aussi, il faut savoir que l'équipe nationale, tu n'as pas beaucoup de temps quand tu travailles. Je veux dire, tu as les 11 joueurs, par exemple, tu as un match à préparer une équipe, une qualification. Les joueurs, ils arrivent 4-5 jours avant, et après ils jouent et ils repartent. Le temps de travail, il est très court. Ce qui est important, c'est quand tu as des stages, faire des stages pour peaufiner ton travail tactique et ton travail technique. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est vrai que quand tu as une CAN, tu as le temps de travailler, tu as plus de temps de travailler que d'autres moments, tu as une préparation de 15 jours, là tu peux commencer à faire des choses. Mais sinon, quand l'équipe vient jouer, bah, pratiquement ils ont joué le samedi, ils arrivent admettons, au pays le dimanche, lundi c'est récupération. Mardi, tu as 2-3 jours où tu fais un petit travail et après comment dirais-je, la veille du match, c'est pas trop dur. Est-ce que c'est pas le terme de recommencement? Il n'y a pas un projet de jeu? Parce que les gens pensent aussi que les clubs qui ne sont pas bons pour avoir des équipes nationales performantes. Parce que si on regarde un peu le football sénégalais aujourd'hui, les petites catégories, les cadets, les minimes, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il y a l'équipe olympique qui essaie de s'en sortir aujourd'hui. Les Sénégalais ne comprennent pas. Pourquoi il n'y a pas un travail fait à la base qui permet d'alimenter l'équipe nationale, avoir une ossature sur laquelle les internationaux viendront se greffer? Non, mais c'est sûr qu'il y a un travail de fond à faire, ça c'est inévitable, mais le travail, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Parce que de le dire, ça fait, si tu peux toujours parler, il faut faire ça, mais ce qui est important, c'est une volonté de vouloir changer les choses, de travailler sur le football amateur, de travailler sur le football, les clubs de première division. J'ai vu un article du président, je ne sais plus quelle équipe, et qui disait que bon, mais on n'est pas professionnel. Et quelque part, il n'a pas tort. Je pense que aussi, si tu veux avoir un football de haut niveau, il faut donner les joueurs, il faut des conditions décentes pour jouer, des bonnes conditions pour travailler. Je pense que aussi, c'est pas. Et en plus, tous les meilleurs Sénégalais, ils sont plus au pays, ils partent à l'étranger. Donc pour le football, comment dirais-je, sénégalais local, c'est difficile parce que dès l'instant que tu as un bon joueur, il part à l'étranger. Donc tu peux voir, c'est difficile d'avoir des équipes fortes, comment dirais-je, quand tu joues la Coupe d'Afrique des clubs. Exemple, pourquoi c'est toujours pratiquement les Égyptiens qui gagnent? Parce que les meilleurs Égyptiens, ils restent au pays. Et pourquoi ils restent au pays? Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont des bonnes structures. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour gagner de l'argent, les Égyptiens. Les Égyptiens, tu prends les clubs d'Al-Ahly, Zamalek, c'est deux clubs énormes, avec des sponsors, des budgets, c'est qu'ils n'ont rien envie aux clubs européens. Donc les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent rester au pays que d'aller ailleurs. Je veux dire, si les Sénégalais, ils avaient des clubs où vraiment très forts, ils partiraient pas. Hein. Tu sais, c'est pareil. Tu prends un match Zamalek, je suis allé voir Zamalek Al-Ahly il y a 2 ans, c'est 80 000 personnes dans le stade. Hein. Le match de championnat, c'est 80 000. Hein. Il y a vraiment un engouement, il y a une ambiance, il y a des sponsors, il y a plein de choses. Je pense que là maintenant, il faut vraiment, comment dirais-je, essayer d'aider le football sénégalais, essayer de trouver des sponsors, aussi travailler sur les terrains d'entraînement, sur des terrains où les gens, les gamins puissent progresser. Il y a plein. Justement, vous avez l'expérience des pays d'Asie, des pays arabes où le football est bien aimé là-bas, où les gens investissent beaucoup dans le football. Est-ce que, par exemple, votre présence éventuelle à la tête de l'équipe nationale du Sénégal pourrait faire ce lien avec le football du monde arabe pour permettre un peu au Sénégal d'avoir les moyens, les sponsors, entre autres? Pourquoi pas? On peut créer des relations avec les clubs. Ça, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Je pense que l'exemple type aujourd'hui, c'est le Diambar. Le Diambar a des conditions d'entraînement remarquables. Il y a un président, Saher Seck, qui a fait un travail d'exception avec son club, avec le Diambar. Ça fait des années. Et aujourd'hui, il récolte le fruit de son travail. Ça n'empêche pas d'envoyer des très bons joueurs à l'étranger, et en même temps, ils ont des installations qui sont exceptionnelles. Et le Diambar, actuellement, je crois que si je regarde bien, ils sont premiers au classement. Donc ça prouve que le travail paye, que sur la durée,
C'est sûr que si au bout de 6 mois, on dit ah l'équipe n'a pas. Non, dans la durée, le football c'est pas magique. Il faut du temps. Et je crois que si on se donne les moyens de travailler comme a fait le Diamba, bah, je pense que le football sénégalais, tout le football sénégalais va progresser. Avoir des vrais terrains pour travailler, peut-être faire plus de synthétique pour que les joueurs puissent jouer sur des terrains de qualité. Parce que c'est vrai que j'ai vu des terrains, mais bon, moi je dis c'est remarquable de les voir jouer dans des conditions auxquelles ils jouent, les joueurs sénégalais. J'ai vu une fois un match à Hambourg, il y a quelques années, ils jouaient dans le sable, mais c'est dur, c'est difficile. Et c'est pour ça que je pense que les joueurs sénégalais sont si forts physiquement, mais maintenant c'est-à-dire au détriment de la technique. Alors tu vois une équipe, on les embarque dans des conditions de travail fabuleuses, tu les vois jouer au ballon les gamins, ça joue au ballon. Tu vois justement il y a une école différente, mais ici il faut des conditions pour travailler. Si tu ne peux pas travailler, qu'est-ce que tu veux faire? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est dans les infrastructures qu'il faut travailler, qu'il faut aider les clubs à progresser, mais dans ce domaine-là. Déjà, je pense qu'il y a des entraîneurs de talent, comment dirais-je, au Sénégal, des entraîneurs locaux de talent. Maintenant, il faut leur donner les moyens pour travailler. Si tu n'as pas de moyens, c'est compliqué. Oui. Là, il y a une nouvelle équipe qui est en place, qui a commencé, qui cherche un entraîneur, dont vous êtes pressenti, l'un des pressentis pour diriger cette équipe. Et si on vous donne l'équipe nationale aujourd'hui du Sénégal, quel sera votre projet de jeu pour cette équipe? Non, mais tu sais, avant de parler de projet de jeu, il faut déjà penser de projet de gagne. Je pense que tu sais, la première chose qui est importante, c'est de gagner les matchs. Tu sais, dans le football, le problème aujourd'hui, dans le football, il y a quelque chose qui est compliqué. C'est qu'il y a une équipe qui comment dirais-je, dérange tout le monde, c'est le Barça. Parce que tellement ils jouent bien, tout le monde veut jouer comme le Barça. Mais il y a un seul Barça. Il ne faut pas oublier, il n'y a qu'un Barça. Même le Real Madrid n'arrive pas à jouer comme le Barça. Mais tout le monde veut copier le Barça. Mais copier le Barça, c'est pas facile. Donc maintenant, à force de voir le Barça jouer, tout le monde rêve de voir son équipe jouer comme le Barça. Mais on n'est pas tous le Barça. Ça, c'est déjà la première chose. Donc si tu veux, cette image du Barça, c'est vrai que quand toi, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est pas facile de jouer comme le Barça. Il y a tout un travail avant le Barça. Ouais, en plus, c'est un travail, mais bon, longue haleine. Et en plus, ils ont une génération d'exception. Qui dit dans 10 ans le Barça va jouer pareil? On ne sait pas. On ne sait pas. Le jour que tu vas perdre Messi, tu vas perdre Iniesta, tu vas perdre Xavi, tu seras peut-être plus le Barça. Tu vois, c'est quand même important devant la qualité des joueurs. Maintenant, je veux dire, il y a la première chose, justement, comme tu m'as dit, donc c'est un peu paradoxal. Le Sénégal n'a rien gagné. Je pense qu'auparavant, le Sénégal a fait des beaux matchs de qualité. Mais d'abord, je pense que la première chose, c'est la culture de la gagne. Tu sais, inculquer cette culture de la victoire, c'est aussi important. Parce qu'en fait, la finalité du football, tu joues pour quoi? Tu joues pour gagner. Oui, mais comment l'inculquer? Mais ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail de longue haleine. Tu ne vas pas dire aujourd'hui, bon, jouer comme le Barça. Ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le dire. Après, c'est un travail de longue haleine. Maintenant, inculquer des valeurs de mental, ça, on peut le faire. Ça, on peut travailler là-dessus. Rendre les joueurs forts. Je crois qu'il est important, c'est quand tu joues contre n'importe quelle équipe, que tu n'aies pas de doute. C'était notre force en 2002. C'est quand les joueurs rentraient sur le terrain, ils étaient persuadés qu'ils étaient les plus forts. Donc ça, c'est important. Ne pas, comment dirais-je, faire de complexe. Ne pas se dire demain on va jouer contre, je sais pas, l'Argentine. Oh là là, non, tu joues, il n'y a pas de problème. Et aussi répéter des grands matchs. Je pense que faire des matchs internationaux, de changer comment dire, donne un exemple. C'est sûr qu'on était en quart de finale de la Coupe d'Asie avec le Qatar. Les gens ne savent pas ce que ça représente. Mais pendant 2 ans, on était joué en Europe avec les joueurs. Je suis parti en Europe parce qu'ils jouaient toujours les mêmes matchs contre le Koweït, contre la Jordanie, contre Oman, toujours les mêmes matchs. Un jour, j'ai écouté, maintenant on va partir jouer en Europe. Et il faut savoir que la sélection du Qatar, pour vous rendre compte ce que c'est que le championnat, il y a 12 équipes. Et à l'époque où j'ai pris l'équipe, il n'y avait que 10 équipes. Et 6 étrangers par équipe. Donc il reste 50 joueurs. J'ai fait une équipe nationale parmi 50 joueurs. Imagine si tu n'as que 50 joueurs au Sénégal. Et ils doivent faire l'équipe nationale. Donc pour te rendre compte de la proportion que c'est. Et avec cette équipe-là, on est arrivé en quart de finale de la Coupe d'Asie. On a fait trembler le Japon. On menait 1-0. On fait 1-1. Après on mène 2-1. 2-2. Et on perd dans les arrêts de jeu 3-2 contre les vainqueurs de la Coupe d'Asie. Contre les Japonais. Mais on a battu la Chine de 0. On a été faire des matchs amicaux. On a réussi à battre le Paraguay parce que les gens en Europe. On a été joué en Bosnie. On a été joué en Croatie. Au départ, c'est sûr que ça faisait les joueurs, même les gens de la fédération. Non, Bruno, il ne faut pas les jouer en Croatie. C'est trop pour nous. C'est pas possible. Si tu veux apprendre, c'est là-bas que tu apprends. Et je pense que maintenant, un pays comme le Sénégal, il doit changer aussi de football. Même s'il joue en Europe, de temps en temps, c'est bien de jouer contre des équipes différentes que du style africain. C'est bien aussi de temps en temps de changer, de voir autre chose. Et je crois que ça, pourquoi pas de temps en temps aller faire une tournée au Brésil, pourquoi pas faire tu vois, je veux dire, changer de football.
pas toujours être dans le même, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, je veux dire, toujours ce même genre de match. À un moment donné, je pense que même s'ils jouent en Europe, mais l'équipe, c'est les 11 joueurs, ils ont besoin de voir autre chose aussi. Et je crois que si tu veux progresser, de temps en temps, c'est justement c'est un investissement, c'est sûr, qui est lourd. Mais pourquoi pas jouer contre le Brésil, pourquoi jouer contre l'Argentine, pourquoi pas rejouer contre la France. Tu vois, ce style de match, pas toujours les mêmes matchs. Et aussi, de temps en temps, jouer contre l'équipe asiatique, la Corée du Sud. Quand tu vois le football asiatique, comment il a progressé, c'est énorme. Je pense que c'est hallucinant. Tu prends le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, comment ils ont progressé, c'est impressionnant. Parce qu'eux, ils jouent contre des équipes. Parce que là-bas, il y a quand même des investissements dans le football. Oui, les institutions ont investi. Mais chez nous, le football, il n'y a pas beaucoup d'investissements dans le football aujourd'hui pour faire progresser les choses. Ouais, mais je pense, écoute bien, si tu fais un grand match, tu fais un Sénégal-France, tu crois que le stade sera vide? Il sera plein. Tu crois que tu ne vas pas trouver les sponsors? Ce sera plein craqué. Tu joues un Sénégal-Italie, tu crois que le stade ne sera pas plein? Le stade sera plein. Après, tu trouves des sponsors, des machins. Je pense que tu peux. Bon, c'est facile à dire. Maintenant, il faut voir comment on peut mettre en place. Mais il y a tellement de gens. Bon, maintenant que l'image du Sénégal a un peu baissé sur le plan international, ça sera plus difficile. Mais en 2002, c'était très facile de trouver des. Nous, on était sollicités sans arrêt pour jouer. Nous, moi, je me rappelle, on a fait un match amical au Japon, on n'a rien payé. Hein. Ils nous ont invités. Hôtel, déplacement, primes, tout était offert par le. C'est le Japon qui payait tout. Donc, tu vois, tu peux faire des choses comme ça. Tu peux arriver à faire ces choses-là. Donc, et si tu veux progresser, il ne faut pas toujours jouer, bon, quand tu fais un match, je prends l'exemple, tu vas faire un match, je ne sais pas, Congo, Sénégal à Paris. Justement, parce que tu n'as pas d'argent pour les déplacements. Mais de temps en temps aussi, tu dois investir si tu veux progresser. C'est dans tout travail. Si tu veux progresser, il faut un investissement. Et si tu n'as pas d'investissement, tu vas rester toujours au même niveau. Hein. Et même ton niveau, il va descendre. Et ce qui est important, de temps en temps, il faut essayer de faire progresser le football, mais à tous les niveaux, que ce soit local, que ce soit international, c'est important. Mais là, il y a urgence. Aujourd'hui, si on vous confie l'équipe nationale du Sénégal, il faudrait lever les éliminatoires très rapidement, il faudrait regrouper les joueurs, faire un travail énorme. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de s'en sortir? Non, moi je pense que c'est bien sûr. Je veux dire que déjà tu as une base essentielle, c'est la qualité. Déjà la qualité, tu l'as. Si tu n'as pas la qualité, c'est difficile. Mais la qualité, tu l'as. Tu sais que tu as la qualité. Maintenant, il suffit de faire des... Nous, comment on faisait avec les joueurs, on partait 8-10 jours dans des camps d'entraînement, tranquilles, dans des villages. On était un plan de Cuc à l'époque, à côté de Marseille. Et on travaillait pendant 8-10 jours et on arrivait à avoir quelque chose. On arrive à avoir un travail. Mais il faut les répéter. Il ne faut pas les faire de temps en temps. Il faut les répéter. Je pense qu'à chaque comment dirais-je, match date FIFA, il faut prendre les joueurs. Tu as le droit une semaine. Tu les prends à chaque fois une semaine. Tu les prends, tu les fais travailler, tu les prends, tu les fais travailler. Tu les fais voler. De temps en temps, tu essayes un joueur nouveau, un jeune. Tu vois, tu as plein de... Ça, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail quotidien. C'est un travail de tous les jours. Et aussi être à l'affût de chaque joueur qui peut progresser et qui peut amener un plus à ton équipe. Et les tester, bon, tu te trompes, tu reviens, mais c'est pas un problème. Les matchs amicaux sont faits pour ça. Mais après, le jour des compétitions, comment dirais-je, internationales ou les matchs importants, là, tu dois être prêt, tu dois être prêt partout. Tu ne peux pas arriver comme ça, comment dirais-je, par hasard ou à moitié près. Maintenant, le football africain est tellement fort que si tu arrives à moitié, tu es mort. Pourquoi la Zambie a gagné? Parce que la Zambie, les joueurs de l'équipe de Zambienne, ils avaient tout à prouver. Et si encore on prend l'équipe de Zambie, parce que les gens parlent de la Zambie que c'est une petite équipe. Non, la plupart d'entre eux jouent au TP Mazembe. Voilà la bonne réponse. Et pourquoi TP Mazembe est toujours pratiquement l'une des meilleures équipes africaines? Beaucoup investi. Et aussi parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, les joueurs. Je ne sais pas si vous savez. TP Mazembe est un club riche. Est un club riche dont ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Là, c'est l'équipe de Moïse Katumba. Ils restent là. Ils restent parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller jouer ailleurs, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut là-bas. Donc l'équipe, parce que si ce jour-là, s'ils étaient partis à l'étranger, ils joueraient tous en Europe. Ils seraient tous titulaires en Europe. Mais comme le club est riche, ils n'ont pas besoin de partir. C'est pour ça aussi, dans en temps, parce que le fait qu'ils jouent, quand ils jouent en Zambie, on pense que ce n'est pas des bons joueurs. Non, il y a des bons joueurs partout. Eux, ils ne partent pas parce que c'est une volonté de ne pas partir. Il y a le joueur, l'attaquant qui était parti à Arsenal, il est resté 3 jours, de lui, il est reparti. Lui, il est parti. Wenger a dit voilà, il a commencé à parler avec je ne sais plus le nom de l'attaquant, il a commencé à parler avec lui, machin et tout. Le garçon n'était pas satisfait, il est reparti direct en Zambie. Il dit moi, mon club, c'est un grand club. Mais aujourd'hui, vous étiez entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal il y a 10 ans, vous êtes parti un peu dans les pays arabes où c'est les pétrodollars, il y a beaucoup d'argent. Vous revenez peut-être pour vouloir reprendre l'équipe nationale du Sénégal, certains se posent la question, mais est-ce que le Sénégal a moins de pays Bruno Metsu? Non, ça c'est. Honnêtement, si je viens
si je viens, comment dirais-je, je dis bien si, avec une interrogation au Sénégal, ça ne sera surtout pas une affaire d'argent. C'est vraiment, comment dirais-je, moi c'est un challenge sportif qui m'intéresse, c'est des recherches d'exploits, de faire des choses. Et même, pour te dire à quel point je suis, aujourd'hui j'ai la possibilité de rester au Qatar, aux Émirats, j'ai eu un contact avec un club chinois, je n'ai pas de problème de travail aujourd'hui, c'est cette chance-là. Maintenant si je reviens, je me dis pendant les 10 années que je suis parti dans le Golfe avec les pays arabes, où j'ai gagné beaucoup de titres, je veux dire on a gagné des titres de Champions League, de champions, beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent, on peut le dire. Mais je veux dire, ce qui était important, si je reviens au Sénégal, c'est comme si j'avais une dette. Je me dis, je suis redevable. Parce que finalement, ce qui s'est passé derrière, c'est grâce au Sénégal aussi. Parce que si Bruno Metsu était connu après, mais c'est aussi grâce au Sénégal. Donc, si tu veux, quelque part, bah, c'est comme si j'ai une dette envers l'équipe nationale du Sénégal. Je ne dis pas que si Bruno Metsu est entraîneur du Sénégal, ils seront champions d'Afrique. Je ne peux pas le dire ça, parce que je ne sais pas. Mais je veux dire, ce ne sera pas un problème d'argent. Si je ne viens pas au Sénégal, ce sera un problème de choix de personne. Ce sera un problème parce que les dirigeants auront préféré prendre Pierre Lechantre ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas mon souci. Moi, je sais que le problème d'argent, n'existera pas entre moi et le Sénégal. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Mais certains journaux disent que Bruno Metsu a même déclaré qu'il est même prêt à toucher moins de 10 millions de francs CFA. C'est même pas un problème. Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche du salaire, de machin, tout ça, c'est rien à voir. Et c'est même, je veux dire, c'est des questions qui ne sont pas embarrassantes pour moi, mais en même temps que j'aime pas parler, parce que tu sais, aujourd'hui, on vit au Sénégal. Il y a eu beaucoup de changements politiques, il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et quand tu dis je suis prêt à travailler pour moins de 10 millions, c'est indécent même. Moi je trouve ça indécent, je suis désolé, mais c'est pas ma personnalité. J'aime pas dire, ouais, non, déjà, c'est beaucoup de salaire. Tu vois, je veux dire, moi je pense que quand les gens entendent ça, ils disent mais non mais c'est quoi, tu vois, et je les comprends et ils ont raison. Donc pour te dire que, mais ça sera surtout pas un problème d'argent, ça c'est clair, net, précis, tu sais. Et à un moment donné, parce que j'étais pas libre, mais en fait, mais c'est incroyable, c'est vraiment une chance incroyable parce que avec le club de Garafa, le contrat s'est résilié il y a 1 mois ou 3 semaines, et je me suis retrouvé libre au moment, toi, où il fallait, où le Sénégal cherchait un entraîneur, mais presque si le Sénégal avait voulu de moi la saison prochaine, j'étais prêt à négocier mon indemnité de sortie, mes propres moi. Je n'avais même pas demandé au Sénégal quoi. J'aurais dit moi, j'aurais été prêt à dire voilà, je suis prêt à le faire. Je me serais arrangé peut-être avec les gens du Qatar, écoutez, voilà, on aurait essayé de négocier, mais j'étais prêt à mettre de ma poche pour venir. Donc c'était pas un problème. Donc pour dire que c'est pas. Mais à Carafa, vous avez démissionné ou on vous a remercié parce que en fait à Garafa, c'est passé comme ça. On s'est passé comme ça. Donc à Garafa, on était déjà l'histoire de Garafa et moi, parce que j'étais champion de Garafa, on a eu beaucoup de très bons résultats avec Garafa. L'équipe Garafa est 6e la saison dernière, ne va pas jouer à la Champions League parce que c'est une catastrophe, c'est où le club joue de Juninho, machin. Le Prince m'appelle parce que j'allais partir aux Émirats, le Prince m'appelle parce que mon contrat après la Coupe d'Asie était terminé avec l'équipe nationale, le Prince m'appelle, dit Bruno, je veux absolument que tu viennes avec nous, machin et tout, parce que j'ai une relation forte avec le boss de Garafa. Et j'étais pas trop chaud pour prendre l'équipe. Et finalement, il arrive à me convaincre et je reprends l'équipe. On termine 2e du championnat, donc il restait 6 matchs à jouer. On termine 2e. On se qualifie pour la Champions League. Ensuite, on gagne la coupe et on joue la finale de l'autre coupe. Donc carton plein sur la fin de saison, sur les 8 matchs qui nous restaient. Coupe d'Asie, on bat Al Jazeera 5-1. On fait vraiment un parcours de folie en fin de saison sur 1 mois et demi. La saison cette année redémarre. On a la malchance de perdre nos meilleurs joueurs comme Juninho qui repart au Brésil. Donc là déjà c'est une perte terrible pour le club. Mais l'équipe décide de partir avec les jeunes. Mais tout en sachant que ça va être difficile. Parce que là on a des jeunes joueurs qui n'ont jamais même pas joué en réserve. De junior ils passent en première. Et finalement, tant bien que mal, on arrive à faire quelque chose de pas trop mal. On se situe au tableau mais qui n'était pas catastrophique. Donc on savait que c'était une année de transition. Ensuite, on va jouer en Coupe d'Asie, première Coupe d'Asie, on va jouer aux Émirats, on fait un très gros match, on fait 0-0. Après, on gagne 2 matchs de championnat. Enfin, 2 matchs de championnat, après la Coupe d'Asie, 3 jours après, on doit jouer contre un club Ryan, qui est une grande équipe. Mais j'ai 7 joueurs absents.
entre les suspensions, les blessures. Donc là, on décide de mettre les jeunes. Il me reste que 3 titulaires dans l'équipe. Mais après ce match-là, on avait encore 4 jours après un grand match à faire. Au bout de première mi-temps, on est mené à 0, on égalise un partout. Juste avant la mi-temps, on penalty à la dernière seconde d'après mi-temps, penalty 2-1, et un joueur est expulsé. Déjà, j'ai pas beaucoup de joueurs, encore. Et en deuxième mi-temps, au bout d'une heure de jeu, on prend un 3e but. Qu'est-ce que je fais? Les 3 meilleurs joueurs, je les sors aussi. Parce que je dis, pas prendre de risques. Et surtout qu'il y avait un garçon, notre attaquant, l'arbitre l'avait dans le collimateur, je sors les 3 joueurs qui restent, que tu perds 3-1, 4-1, 5-1, pour moi, ça n'avait plus de valeur. Donc, on perd 5-1, avec pas d'équipe, avec des gamins, et 4 jours après, on doit jouer contre le club de la Ligue. Je fais l'entraînement toute la semaine. Le matin du match, donc le coach n'est même pas là. Le matin du match, avec le président, non, Bruno, on veut changer, machin. Je dis, ok, pas de problème, on change. Le soir, l'équipe gagne 4-1, je quitte le club et 5e. Et le nouvel entraîneur est arrivé après. Donc, ce qui fait que, pour moi, c'était, comment dirais-je, on a comme un accord, mais j'étais déçu. Je trouvais que c'était pas correct. Donc après, je suis parti et maintenant, je me retrouve de nouveau sur le marché. Mais vous avez des propositions de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, on parle même de la Russie. Je ne peux pas vous en parler. Ça, ne parlons pas de mes projets d'autres clubs, d'autres pays. Ça, je pense que c'est pas le. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je ne peux pas vous dire où je vais aller, ce que je vais faire. Je ne sais même pas si je ne peux pas. Je sais absolument pas. Même la Chine qui était sous. La Chine, mais je ne veux pas vous. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis venu au Sénégal. C'est le hasard fait que j'ai pris 10 jours de vacances, c'est les vacances scolaires avec les gamins. Donc on est venu au Sénégal comme chaque année, comme on fait avec la famille, avec ma femme, mes enfants. Donc on vient pour se ressourcer parce qu'on a beaucoup d'amis et qu'on aime bien. Donc on est venu vraiment pour passer un moment de tranquillité, et ce qui fait que maintenant, et au même moment où j'arrive, c'est la période où le Sénégal cherche un entraîneur. Donc c'est vraiment un hasard, quoi. C'est un hasard incroyable. Mais maintenant, je ne sais pas que ce sera la finalité parce que je repars vendredi et c'est tout. Donc dans ma tête, c'est pas programmé. Je vis au Sénégal pour prendre l'équipe nationale du Sénégal. C'est le hasard qui a fait que ça s'est trouvé comme ça. Mais justement, à chaque fois que Bruno Metsu a une équipe nationale, un club, il y a eu des résultats. Quel est votre secret? Mon secret, je ne sais pas si j'ai des secrets. C'est surtout qu'il y a une confiance au niveau des hommes et de retirer le maximum de l'homme, pas du joueur. L'homme, pour moi, le joueur, c'est pas un numéro, c'est un homme. Et il faut rechercher tout ce qu'il y a dans l'intérieur de l'homme, dans son cœur, dans sa tête, et c'est ça qui est important. Si lui, il est bien dans sa tête, dans son corps, il va donner le maximum. S'il n'est pas bien, ça sera un peu plus difficile. Donc il faut que le joueur, le jour J, il soit au top du top. Il faut qu'il n'ait pas de problème, il faut qu'il soit bien. Mais parce qu'on fait un travail psychologique par rapport aux joueurs. C'est un travail de relationnel. C'est pour ça qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire. En 2002, on disait ouais, mais Bruno, c'est pas l'entraîneur, c'est l'ami des joueurs. Mais combien de fois je l'ai entendu ça? Donc on me reprochait presque d'être trop ami. Mais moi, je pense que dans le football, les gens pensent que l'entraîneur doit être à l'écart. Tu vois, la relation ne doit pas être forte parce qu'ils pensent que sa crédibilité il ne sera plus, il sera plus respecté. Il a peur que son autorité, ça va nuire à son autorité. Et je trouve que c'est une connerie. Parce qu'il y a Bruno Metsu, l'ami des joueurs, l'ami des hommes, en dehors du terrain. Et il y a Bruno Metsu, que tu pourras discuter avec les joueurs, que ce soit Diouf, Fadiga, Lamine Diatta, qui lâche rien, qui est un fou. Moi, une position, je peux tuer le joueur, j'arrête tout, je deviens fou. Parce que ça, il tue le travail. Et si un joueur ne respecte pas le travail tactique qui était préparé, et à cause d'une erreur, d'un détail de positionnement, je deviens fou, j'arrête tout. Si les joueurs sont là, ils peuvent te raconter des anecdotes la veille de la France, où on faisait des positionnements par rapport aux attaquants français. Parce que j'ai constaté, quand on peut regarder les images, Trezeguet adore, comme maintenant les équipes jouent en zone, la défense en zone, Trezeguet adore toujours se mettre entre les deux défenseurs centraux. Je dis ça, c'est jamais. Quand le ballon à droite, l'autre défenseur central le prend au marquage. Mais je ne veux pas que Trezeguet reste entre deux. Quand il est le côté opposé, c'est l'autre qui le prend. Mais le marquage, ce n'est pas des yeux. Tu le touches, tu le tiens, tu le vois et tu peux intervenir. On fait veille de match, première action, et je dis à Papio, qui joue dans l'équipe adverse, J-Pap, essaie de te mettre à chaque fois sur un centre, entre deux, pour voir comment vont réagir mes attaquants. Parce que je prépare ça. C'est pas leur dire, c'est le préparer aussi sur le terrain. Ok, coach. Débordement côté gauche. Papio se met entre deux.
ni Malik, ni Lamine le prend. Et dans cette zone-là, c'était Lamine qui était chargé de le prendre. Si les joueurs sont là, je suis devenu fou. J'ai déchiré le maillot de Lamine, je l'ai sorti, et j'ai dit à Bibouaï, prends sa place. Et les gens m'ont regardé, ils me disent, mais... Parce que Lamine, c'est un garçon qui est aussi costaud. Mais ça, c'est moi. Parce que sur le terrain, je lâche rien, je laisse rien au hasard. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir des résultats par miracle, ça n'existe pas, ça. Faut enlever ça de sa tête. Hein. La chance de Bruno, non, la chance de Bruno, c'est son travail. Et ça, ce détail-là, c'est précis. C'est pas quelque chose, là, tu dois être intransigeant. Mais qu'après, je bois un coup avec Lamine Diatta, ça, c'est pas un problème. Parce qu'après, c'était ça notre force. Une fois que je l'ai bien pourri, toi, après je l'ai remis dans l'équipe, le lendemain, il a fait un match de folie. Et le marquage, il a pas oublié parce qu'il s'est rappelé de ça. Mais si je te laisse faire, que je laisse faire quand ils vont boire un coup, machin, ça c'est une chose. Mais sur le terrain, c'est impossible. Parce que là, tu joues avec le travail des joueurs. Et c'est là la transigence. Et c'est là, c'est la rigueur, la transigence. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. 10 ans après, est-ce que vous pensez que les mêmes méthodes que vous aviez avant, vous les reproduirez avec la même équipe? Je t'expliquais. Avec la même approche. Quand je suis parti aux Émirats du Sénégal, je suis parti au club d'Al Ain, qui est un grand club dans le Golfe. Le prince des Émirats, il dit j'ai un rêve, c'est de gagner un jour la Champions League. Et j'ai été choisi parce que je sais que tu as fait avec le Sénégal, je pense que tu peux le faire avec nous. C'était pas une grande équipe. Et au début, les premiers entraînements, parce que comment dirais-je, la discipline aux Émirats, c'est pas la discipline, comment dirais-je, du Sénégal, c'est au de l'Afrique. Hein. Quand je parle pas du Sénégal spécialement, c'est l'Afrique en général. On a tous des comportements. Tu es en Europe, tu es comme ça, tu es en Afrique, tu es comme ça, tu es dans les pays du Golfe, tu es différent. Les joueurs, la tête, on dînait à 20h, je t'attends à 20h45, 21h, ils étaient tous dans les chambres. Il n'y en a pas un qui est resté en bas pour traîner, discuter, bam bam. Je dis ça me change par rapport à ce que j'ai connu. Le lendemain, on était en stage, on dîne, pareil. J'appelle le capitaine, c'est Mohamed Omar, j'ai Mohamed Omar, je dis mais il y a un problème, vous êtes fatigué, il dit non coach, c'est le règlement. Et vous êtes des garçons, vous pouvez boire un petit thé et rester discuter, ça fait partie de la vie en général, de la vie d'un club. On ne peut pas les faire manger, dormir, s'entraîner, manger, dormir, s'entraîner. J'ai dit ce soir c'est 23h, à partir de demain c'est 23h au lit. Les gens me regardent. Le manager vient me voir, il dit ça, c'est pas votre problème, c'est mon problème. Je dis non, c'est mon problème. Parce que sur le terrain, c'est moi qui les ai, les joueurs. Et les joueurs ne disaient pas un mot. On a quitté le stage, on était parti en Autriche, et je me souviens que le manager était fâché, parce que les joueurs ont commencé à jouer du tam-tam, chanter, ils étaient debout dans le bus. L'équipe était différente. Oui. Il y avait une personnalité, et ils étaient fâchés, parce qu'ils disaient là, mais comment ça va être là-bas? Parce que tu sais, là-bas, c'est très strict. Et les joueurs sont lâchés. On a gagné 2 fois le titre de champion. On a gagné la coupe, la super coupe et la Champions League. Parce que les joueurs parce qu'ils étaient eux-mêmes. Ils étaient libérés. Ils étaient eux-mêmes. Ils étaient eux-mêmes. Faut que tu sois toi-même. Si tu veux faire du bon travail, il ne faut pas que tu arrives dans la crainte ou dans le machin. Il faut que tu sois toi-même. Et après le prince, donc la première année, on est champion. Et j'avais signé 1 an seulement en 2002 à Al Ain, parce que normalement j'étais censé revenir au Sénégal en 2002. Ça aussi. Absolument. Parce que normalement j'avais signé 1 année. Comme dire d'Al Ain, parce que après la Coupe du Monde, les qualifications, on devait jouer Lesotho, je ne sais plus qui, et c'était fin de saison. Mais donc j'avais 1 an sans travail. Et je vais demander qu'on puisse me libérer pendant 1 an et revenir. Chose qu'on m'a dit oui en partant, et au bout d'1 mois, on a changé, on a dit non, c'est pas possible. C'est pour ça que Guy Stéphane est venu à ma place. Mais au départ, on m'a dit oui, on m'a donné le feu vert, parce que si on ne me donne pas le feu vert, je ne peux pas quitter le Sénégal avec mon contrat, c'est impossible. Après les gens, Bruno, non, j'ai demandé l'autorisation, on me l'a donné. Mais 1 mois après, on m'a dit non, il a qu'à rester là-bas. Voilà, Bruno, merci de nous recevoir chez vous. Merci à tous les téléspectateurs de la TFM d'avoir suivi avec nous Question Directe, ici à Mbour, à Saly, où nous sommes venus rendre visite à l'ex-entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui, vous le savez, est dans la liste, shortlist de ceux qui doivent entraîner le Sénégal avec Pierre Deschamps. Le comité de la Fédération sénégalaise de football doit faire le choix dans quelques jours. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique de la TFM d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine.